Bonjour, bienvenue tout le monde et bienvenue à notre panel sur la gestion de la pratique. On va premièrement souligner le fait qu'on est sur des terres ce matin qui font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Mon nom est Nathalie Bouchard, je suis avocate et agente de projet à l'AGFO et on est très content de vous voir présents ici aujourd'hui pour notre première formation professionnelle de l'AGFO de 2020. L'AGFO est ravie d'offrir des formations à distance en français durant la crise sanitaire qui permettent de rejoindre tout le monde partout en Ontario. Je vous rappelle que la formation aujourd'hui est accréditée par le barreau de l'Ontario pour 1h15 de professionnalisme. Premièrement, j'aimerais souligner quelques points d'intendance. Comme vous avez sûrement remarqué, on est en mode réunion Zoom aujourd'hui. Alors, on va vous demander de, s'il vous plaît, garder vos microphones en sourdine pour éviter les distractions pour les panélistes et les bruits environnementaux. Vous avez le choix de cliquer soit sur Gallery View, aperçu galerie, ou Speaker View, aperçu intervenant, en haut à droite de votre écran. Si vous choisissez aperçu galerie, vous allez voir tous les panélistes et tous les participants en même temps. Si vous choisissez aperçu intervenant, vous allez avoir une petite galerie en haut de votre écran et ensuite la personne qui parle va être dans un gros écran en dessous de cette galerie. On offre gratuitement cette formation aux membres de la GFO. Pour ceux et celles présents avec nous aujourd'hui qui ne sont pas encore membres de la GFO, on vous encourage fortement de devenir membre en visitant notre site web agefo.ca. Maintenant, je laisse la parole à notre modérateur aujourd'hui, Maître Jean-Michel Fréchette, qui est avocat et médiateur chez Fréchette Médiation et un membre du comité de formation professionnelle de la GFO. Merci, Jean-Michel. Bon matin tout le monde. Merci Nathalie. Il me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Donc, je ne pense pas qu'on l'a mentionné. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas d'y aller dans le chat. On va essayer de vous répondre. Puis, n'hésitez pas d'y aller selon les thèmes aussi. Alors, la pratique s'est transformée de façon importante depuis le début de la pandémie. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, comme moi, ont dû se prendre en main, innover et s'adapter face à cette nouvelle réalité. Les panélistes présents aujourd'hui ont su bien relever le défi et partageront leur expérience et leçons apprises en matière de gestion de pratique et de cabinet dans l'ère de la COVID-19. Plusieurs thèmes seront abordés, dont l'usage de technologies, la gestion des clients, la gestion des ressources humaines et la santé mentale. Sans plus tarder, je vous présente nos trois panélistes. Maître Jeff Sakely. Maître Sakely pratique dans les deux langues officielles et dans la plupart des domaines de litige civil, notamment en litiges commerciaux, en droit de l'emploi et dans les affaires de libelle et de diffamation. Il a plaidé devant tous les niveaux de cour et de nombreux tribunaux administratifs. Notamment, il a plaidé devant la Cour suprême dans l'affaire Kusan v. Kwan, ce qui a mené à l'arrêt de principe sur l'immunité relative en diffamation. Maître Sakely est l'un des deux coprésidents de la conférence en litige à Montebello et à Tremblant de l'Association du barreau du comté de Carleton. Et pour plusieurs années, il était membre du conseil d'administration de l'ABCC. Il est aussi membre du CA de la Société des plaideurs. En 2016, Maître Sakely a reçu le prix de Top 40 Under 40 du Ottawa Business Journal et la Chambre de commerce d'Ottawa, un des prix les plus prestigieux qui reconnaît les leaders en affaires de la région de moins de 40 ans. Merci d'être parmi nous ce matin, Jeff. Maître Carmen Baru. Maître Baru s'est jointe au cabinet de Stephen Ritchie après avoir pratiqué le droit pendant 5 ans dans un cabinet de litige à Ottawa. Elle pratique dans les deux langues officielles. Toujours sensible aux objectifs de son client, Maître Baru recherche des options juridiques avec créativité et persévérance. Passionnée d'innovation, elle embrasse la technologie dans sa pratique. Maître Baru est titulaire d'un baccalauréat combiné en Common Law et en droit civil de l'Université McGill. Avant le droit, Maître Baru a poursuivi ses études de maîtrise et de doctorat en littérature comparée à l'Université Western en Ontario. Elle est activement impliquée dans la communauté. Elle est enseignante praticienne dans le cadre du programme de pratique de droit à l'Université d'Ottawa, où elle co-enseigne les modules de droit commercial et du droit immobilier. Maître Baru était au sein du comité de technologie de l'Association du barreau du comté de Carleton et elle fait régulièrement du bénévolat à la clinique Pro Bono Legal Help Ontario au Palais de justice d'Ottawa. Elle donne régulièrement des conférences dans le domaine de planification successorale et elle participe en tant que panéliste aux ateliers d'entrepreneuriat dans la communauté de l'Université d'Ottawa. Elle siège au conseil d'administration de Parrott Partners Canada, un organisme de bienfaisance voué à la réhabilitation éthique des perroquets. Merci d'être parmi nous, Carmen. Et Maître Sophie Reitano.
Maître Etano est originaire de l'Est ontarien et pratique le droit depuis 2009. Avant de fonder son propre cabinet, elle a pratiqué le droit à Rockland pour plusieurs années et avec une étude bien établie à Ottawa en début de carrière. Maître Etano est une diplômée du programme de Common Law en français de l'Université d'Ottawa, où elle a aussi complété ses études en gestion avant ses études en droit. Elle aime aider ses clients à toute étape de leur vie, qu'ils soient les acheteurs d'une première maison ou des parents dont les enfants ont quitté le nid. Elle prend le temps afin de s'assurer que toutes vos questions soient répondues et que ses clients comprennent toutes les étapes en effectuant le plus grand investissement de leur vie. Travaillant de près avec ses clients, Maître Etano offre des conseils afin de procéder de façon efficace dans des matières du droit de la famille, que ce soit par l'entremise de négociations, de la médiation ou du litige, et elle avise aussi ses clients dans les domaines du litige civil et plus spécifiquement en matière du droit de l'emploi, afin d'assurer des résultats favorables pour ses clients. Maître Etano est une avocate qui est persévérante, travaillante et motivée à défendre les droits et les intérêts de ses clients. Elle dévoue son temps à diverses associations et organismes à but non lucratif, notamment au Club optimiste de Hammond, au chapitre local de BNI et est membre de la nouvelle chambre de commerce de Clarence-Rockland. Dans ses temps libres, elle aime lire, se garder en forme et passer du temps avec son époux Jean et ses deux filles, Juliana et Clara. Merci d'être parmi nous, Sophie. Bon, allons-y avec le premier thème, l'adaptation à la pandémie. Alors, le gouvernement de l'Ontario a décrété l'état d'urgence afin de contrer la pandémie, puis ça fait depuis la mi-mars dernier. Nous l'avons tous vécu. Du jour au lendemain, nous avons dû s'adapter pour poursuivre notre travail et surtout pour ramasser les intérêts de nos clients. Tout ça lors d'un confinement. Et même, nous voici tout aujourd'hui via Zoom, encore en confinement. Panélistes, quelles mesures avez-vous prises ou ont été prises? Prenez-vous aujourd'hui dans le cadre de cette adaptation? Aviez-vous déjà en place un plan de contingence ou des mesures d'urgence avant la pandémie? Commençons avec Jeff, s'il vous plaît. Merci Jean-Michel et bon matin tout le monde. Donc, pour commencer, peut-être un petit peu de contexte sur notre cabinet Casa Secli. On est une équipe d'à peu près une quinzaine d'avocats, 3 parajuristes, 3 adjointes, 2 stagiaires. Notre bureau est au centre-ville d'Ottawa et on fait uniquement du litige. Donc, du jour au lendemain, comme plusieurs d'entre vous, on a tous commencé à travailler de la maison. Les tribunaux ont annulé nos procès, nos motions, nos interrogatoires et nos médiations en personne ont été annulés. Bien que certains avocats travaillaient de la maison de temps en temps pré-pandémie, on a dû trouver une nouvelle façon de fonctionner. Fait qu'en consultation avec notre firme de technologie externe, on a commencé à mettre en place des outils pour nous permettre de travailler à distance. On n'avait pas un plan de contingence pré-pandémie. On n'avait jamais pensé qu'on serait dans cette position-là. Donc, pas de plan formel, mais on a commencé à élaborer des politiques internes pour nous permettre de fonctionner. On a commencé à acheter immédiatement des licences de Zoom. On a installé et formé les gens sur Microsoft Teams. Fait que sans politique formelle ou plan de contingence, on a communiqué avec notre équipe par courriel régulièrement les politiques qui étaient évidemment inspirées par les directives de santé publique. On a commencé à s'organiser pour que les gens puissent travailler de la maison de façon virtuelle. On a commencé à avoir des réunions sur Teams avec notre équipe à l'interne pour que les gens puissent communiquer ensemble, travailler ensemble dans les dossiers, faire des plans pour comment est-ce qu'on va continuer dans nos dossiers de façon virtuelle, quel travail peut se faire, quel travail ne pouvait pas se faire. Mais les gros défis pour nous autres, c'était au niveau des adjointes, franchement, qui n'avaient pas de portable comme les avocats pour travailler de la maison. Mais on a trouvé des façons de les aider à faire leur travail de la maison. Évidemment, tout ça a pris du temps, étant donné qu'on n'était pas bien prêt pour cette nouvelle réalité. Ça a pris plusieurs semaines avant qu'on commence à voir vraiment une nouvelle façon de faire de la maison de façon virtuelle. L'autre gros défi, je vous dirais, c'est franchement la gestion des finances pour un cabinet comme Casa Secli. En raison du fait qu'on fait uniquement du litige et évidemment avec les tribunaux fermés pendant plusieurs mois, ça a eu un impact financier sur nous.
Le travail a ralenti pendant les premiers mois de la pandémie, mais on a dû s'adapter et quand les tribunaux se sont adaptés aussi de façon virtuelle, on a pu vraiment voir un changement au niveau de quel travail qu'on pouvait faire et quel dossier on pouvait avancer. En termes de gestion de notre pratique, on a fait un plan de 3 mois, 6 mois, 12 mois pour les finances pour décider s'il fallait qu'on prenne des décisions difficiles quant au salaire et à l'emploi de nos gens. Mais franchement, on se compte chanceux qu'on n'a pas eu à prendre des grosses décisions comme ça et les choses se sont pas mal replacées vers la fin de l'été. Donc, je passe la parole à Sophie. Parfait, merci Jeff. Donc, moi, ma réalité est quelque peu différente. Je suis en milieu rural à Rockland. Je pense qu'on était 5 à l'époque quand le tout a frappé. Puis nous, on est plus du droit où on fait de l'immobilier, des choses qui sont pressantes avec le temps, mais aussi qui nécessitent des dates de fermeture. Puis le tout n'a pas juste pu arrêter, comme on ne pouvait pas arrêter de travailler. Donc, vu qu'on était juste 4 au bureau à ce moment-là, on a continué à rentrer au bureau en prenant toutes les mesures prévues par le gouvernement, évidemment. Mais c'est certain que notre approche, notre adaptation à la pandémie a évolué là, depuis les premiers mois à aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. J'avais un plan de contingence qui est mis en place basé sur les exemples que le barreau offre. Donc, autant que quand on prépare ces plans-là, on pense, la place va jamais brûler ou il va jamais avoir une pandémie, ça va jamais arriver. Et voilà. Je peux pas dire que j'ai mon plan, j'ai suivi à la lettre. C'est certain qu'il faudrait probablement que je me rassoie aujourd'hui puis je révise le plan en fonction de ce qu'on a déjà vécu. Mais ça l'a permis, comme moi, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est que tout était cloud-based. Donc, quand que je me suis établi, mon cabinet, j'ai ouvert en 2019 à mon propre compte. J'ai immédiatement tout ouvert cloud-based. Puis, il y a beaucoup d'avocats qui m'ont déconseillé de le faire parce que on fait tout de papier puis tout le monde a peur que si quelqu'un vole la technologie, mais c'était l'affaire, honnêtement. C'était vraiment seamless. Changer du travail au bureau, travailler à la maison, ça n'avait aucun impact vraiment pour nous, sauf que je devais acheter un peu plus de portables. Là. Mais j'ai équipé tout le monde avec un portable. Que les gens préfèrent travailler du bureau ou de la maison, ça m'importait peu. Mais moi, c'était la santé des gens qui est important. Donc, je voulais prévenir que si quelqu'un tombe malade ou quelqu'un a peur, que leurs enfants, si on a des jeunes familles, on a des enfants en garderie, on voulait juste pas se mettre cette pression-là. Donc, les gens étaient libres de choisir de travailler en personne ou de la maison. Avec l'immobilier, c'est certain que nous, a fallu compléter nos fermetures, nos transactions, fait que ça n'a pas changé à ce niveau-là. On a vraiment, la façon de présenter les dossiers a changé, par exemple, comme là, on préparait la trousse, les clients amenaient la chercher à l'extérieur, amenaient chez eux, signaient, nous le ramenaient, puis on procédait à l'enregistrement. Au début, c'était comme ça. Maintenant, ça a évolué que on va parler plus tard, là, mais au niveau technologique, on fait plus, on n'échange plus des grosses trousses de papier. Du moins, on essaie de l'éviter à tout prix. Aussi, je me conscientise parce que une des affaires que j'ai apprises avec le temps, c'est que des procédures écrites sur la façon de procéder avec un dossier de A à Z, c'est quelque chose qui est un outil de travail que j'ai décidé de mettre en place avant la pandémie quand j'ai ouvert, mais c'est quelque chose qui est comme incroyable parce que ça donne tellement de pouvoir à pouvoir savoir que tu gères ton dossier bien de A à Z, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre dans ton cabinet qui gère. Fait que surtout en immobilier, testament de succession, même certains aspects du litige, on est vraiment capable de suivre un dossier avec des étapes puis on sait où qu'on s'en va. Donc, le fait de pas pouvoir superviser une personne directement en personne facilite beaucoup ces tâches-là. Et donc, pour nous, ça l'a permis que malgré que la façon qu'on fait le travail peut être différente, le processus pour le faire n'a pas changé. Donc, ça nous a vraiment beaucoup bien préparé pour ça. Mais j'avoue que l'aspect technologique était un learning curve assez élevé. Comme Jeff a mentionné, nous aussi, on travaille beaucoup sur Teams, même si on travaille beaucoup en personne, nous, du bureau, vu qu'on est un petit groupe, on est capable de suivre les consignes, puis on a chacun nos bureaux à porte fermée. Au lieu d'aller se voir en personne, Teams fonctionne quand même bien. On utilise d'autres technologies, mais les dossiers sont beaucoup plus virtuels ou de façon électronique maintenant. Donc, ça, c'est une adaptation qu'on a définitivement fait. Je passe la parole à Carmen.
Bonjour tout le monde. Donc, pour présenter notre cabinet, nous sommes une petite équipe de 3 à 4 personnes, similaire en fait à celle de Sophie. Cela nous donne beaucoup de flexibilité, mais ça veut dire aussi que certaines pratiques en fait reflétaient des préférences individuelles accumulées au cours du temps, au cours de l'histoire du cabinet. La pandémie nous a forcé d'assainir ces pratiques et l'a mis en relief les points faibles des systèmes qu'on avait en place. D'un côté, nous étions en fait très bien préparés. Nous avions déjà adopté un système technologique pour travailler à distance. Et en fait, nous l'avions fait quelques mois avant le début de la pandémie. C'était en fait pour pouvoir partir en vacances au mois de décembre. Mais ça veut dire que nous avions déjà adopté Teams pour les communications internes, OneDrive, par exemple, pour la gestion des dossiers en ligne, les dossiers en cloud. J'ai trouvé que les dossiers de litige étaient déjà, je dirais, 90% virtuels et digitalisés, peut-être à cause du fait qu'il faut travailler un peu partout sur ces dossiers-là, au tribunal, aux interrogatoires, aux médiations. Pour le côté procureur, certains aspects étaient bien ancrés dans les modalités de travail en personne, donc cela a exigé plusieurs changements. Certaines pratiques importantes que je voudrais souligner, parce que nous les faisions avant, mais sans les suivre nécessairement de façon uniforme. Il est très important de scanner tous les documents papier que nous recevons par la poste et il est aussi très important de scanner tous les documents papier avant de les envoyer par la poste. Tout le monde doit avoir, ouais, ça semble évident, mais on le faisait de temps en temps lorsqu'on avait besoin de la version numérique. Maintenant, on a toujours besoin de la version numérique. Une pratique importante, tout le monde doit avoir accès et utiliser les mêmes informations, les mêmes versions des documents et du dossier. Cela veut dire qu'il faut décourager des systèmes privés tout en permettant des ébauches, tout en permettant de verrouiller un document si nécessaire et évidemment tout en permettant à modifier le système entier, le système de l'équipe s'il y a des améliorations possibles. Du point de vue des capacités, nous avons adopté une capacité de transférer les appels téléphoniques. Nous avions déjà un système de communication cloud, mais nous l'utilisions avant sur les instruments, sur les téléphones de bureau traditionnels. Maintenant, nous avons tous installé des applications sur le smartphone et sur l'ordinateur et nous les utilisons en fait très fréquemment. Il est important d'avoir à la maison la technologie nécessaire pour imprimer et scanner et pour préparer des chèques à la maison. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir les chèques effectivement. En principe général, tout ce qui peut être fait en ligne devrait l'être. Et enfin, il est important de créer des notes qui expliquent le processus d'installation de tout logiciel et service. Je trouve qu'il y a peu de services qui peuvent vraiment être accédés sur un ordinateur qui n'est pas spécifiquement préparé à celui-là. Par exemple, un ordinateur à la bibliothèque. Il est vraiment utile de savoir quels sont les services sur lesquels on peut vraiment compter sans préparation préalable. Merci, Carmen, et merci aux autres panélistes. Juste pour un peu résumer tout ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu là-dedans, définitivement, la pandémie a un impact significatif sur les pratiques à tout le monde. Jeff, les finances, comme tu as mentionné, l'adaptation des tribunaux pour la réouverture, Sophie, l'adaptation, puis d'avoir déjà des procédures en place qu'on embellit, qu'on modifie, qu'on améliore. Même chose avec Carmen, de resserrer les procédures puis d'améliorer les systèmes qui sont en place, téléphone, informatique. Puis ça me mène un peu au prochain sujet de discussion, justement, c'est l'usage des technologies. Donc, c'est certain qu'avec la distanciation physique, la fermeture des tribunaux, des cours, les changements des procédures en ligne, on a eu davantage besoin de miser sur les technologies pour accomplir notre travail. On en a déjà parlé un petit peu avec Zoom et d'autres technologies, mais justement, panélistes, pourriez-vous partager vos meilleures pratiques par rapport à l'usage des technologies? Par exemple, lors de vos rencontres avec des clients, l'exécution de documents, ou même juste par rapport à la gestion de vos propres dossiers, vos propres cabinets. Allons-y avec Sophie d'abord. Merci Jean-Michel. Donc, je suis certaine que beaucoup d'entre nous, on a déjà tout fait de l'adaptation, mais c'est certain, comme je vous disais, moi, c'est une évolution. Là, ça a commencé avec des dossiers qu'on échangeait. Des fois, on n'a pas le choix pour des personnes d'un certain âge qui n'ont peut-être pas d'enfants, qui peuvent faciliter les échanges virtuels là, des documents.
Donc, des fois, on n'a quand même pas le choix de faire des échanges de papier physique, mais on essaie. Une des choses qu'on a réalisées, c'est qu'il faut vraiment se prendre à l'avance, surtout pour cette clientèle-là qui est peut-être un petit peu plus avancée en âge. Donc, on essaie notre possible. L'autre chose, c'est les rencontres à distance ou par Zoom virtuel. Donc, à chaque rencontre, même si c'est une deuxième, troisième ou 10e rencontre avec un client, moi, j'ai un checklist de Law Pro que je remplis et que je sauvegarde électroniquement à mon dossier selon chaque date de rencontre. Ça a des questions. Law Pro, il est assez facile à trouver. C'est des questions comme est-ce que la personne est seule? Est-ce qu'elle est sous contrainte? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes présentes? Est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que le son était bon? Le vidéo était bon? C'est vraiment important, surtout quand on prend des instructions pour pas que le client semble par la suite pouvoir essayer de faire une allégation à ce niveau-là. Donc, moi, je le fais comme bonne pratique. Je garde ce checklist dans mon dossier. Donc, quand on signe les documents, évidemment, on sait qu'on peut être commissaire à la sermentation virtuellement aussi. On peut témoigner, mais c'est important que le client fasse un screen share ou ait deux outils technologiques séparés pour me montrer sur un ou être sur vidéo sur un puis me montrer sur l'autre qui est en train de le faire. Pour que je vois la signature, donc moi, je fais beaucoup de ça vu que je fais des commissariats à la sermentation pour des documents immobiliers ou des choses comme ça. J'utilise beaucoup les PDF, comme moi, personnellement, j'utilise Adobe Acrobat DC, Lifesaver. C'est un outil, il est un peu dispendieux, je pense. Il y a peut-être d'autres options moins dispendieuses, mais on peut faire du bookmarking, on peut détacher les pages, on peut modifier le PDF. Chez nous, je sais qu'on l'utilise beaucoup. On était nous, on était tout papier au niveau immobilier testament. Nos dossiers étaient entièrement papier. Avant la pandémie, j'avais juste tout le litige puis le familial qui était tout complètement électronique à ce point-là. Mais là, on essaie, on s'en est beaucoup mieux, mettons. Il y a presque plus de papier. Je pense que c'était pas mal les grands points. Une chose que je voulais juste dire pour les procédures, j'ai mentionné tantôt que j'ai des procédures, une façon un peu plus facile à les développer parce que on sait tous, on manque pas de travail, c'est le temps qu'on court après. Quand on est dans le processus de former un nouvel employé, je trouve que c'est le meilleur temps de rédiger les procédures pour le travail. Fait que je voulais juste faire ce point-là parce que moi, m'asseoir pendant des journées pour rédiger mes procédures, c'est pas réaliste. Mais quand je t'ai formé quelqu'un de nouveau, après chaque étape d'un travail ou d'une tâche, je demande qu'on me fasse un compte rendu avec la procédure, je le révise, puis on l'approuve de cette façon-là. C'était juste une parenthèse que je voulais faire sur un point de tantôt. Je vais continuer. Je vais adresser un peu notre manière d'adopter une nouvelle technologie. Moi, j'adore la technologie lorsqu'elle fonctionne. Je la déteste lorsqu'elle ne fonctionne pas. Selon moi, ça veut dire qu'il ne faudrait pas tolérer de la technologie qui ne fonctionne pas. Si quelque chose ne marche pas, posez des questions, lisez les manuels, appelez le numéro de service à la clientèle. Il ne faut pas souffrir en silence. Et si ça ne marche toujours pas, il faudrait considérer de nouveaux systèmes. Un principe que j'ai adopté dans la technologie et dans la vie, c'est une citation de Aubrey de Grey. Don't cling to a mistake just because you spend a lot of time making it. Okay? Donc, ne vous agrippez pas à une erreur seulement parce que vous y avez mis beaucoup de temps. Cherchez des alternatives. Par exemple, j'avais utilisé avant Acrobat, tout comme Sophie. Maintenant, j'utilise des alternatives qui font la même chose à une fraction du coût. Si on peut si on peut automatiser quelques aspects du travail, il faudrait le faire aussi vite que possible. Et ça peut avoir un effet très petit, mais les effets s'accumulent. Par exemple, Sophie mentionnait les signatures. Pour moi, sur mon ordinateur, dans les fichiers Word, pour ma signature, j'ai une touche de raccourci Alt-S pour introduire ma signature dans les fichiers Word. Sur l'ordinateur de notre assistante, elle a une touche de raccourci Alt-S pour la signature de Steve, Alt-C pour la signature de Carmen. Pour les signatures en PDF, ma première approche, et je n'en suis pas fière, a été d'imprimer les documents, les signer à la main et les scanner. Je l'ai fait parce que je n'en avais pas besoin de le faire très souvent et donc, selon moi, il ne valait pas la peine de trouver une solution. La solution était si simple. En fait, il est extrêmement facile d'ajouter une signature dès qu'on met un peu d'effort pour apprendre comment ça se fait. Et on peut le faire avec des logiciels gratuits tels Acrobat Reader. On peut le faire sur le smartphone avec, encore une fois, des applications gratuites. Tout ce dont on a besoin, c'est une image de sa signature scannée à haute définition.
Si on introduit un nouveau système, il faut avoir des redondances, donc utiliser l'ancien système et le nouveau système en parallèle pour quelques mois, profiter de la période d'essai. D'habitude, je trouve que cela ne suffit pas. Donc, je pense aux premiers mois d'une nouvelle technologie comme si c'était un nouvel employé. Il faut apprendre à se connaître. On s'attend à quelques échecs, mais il faut trouver le potentiel là. Et donc, même si on commence à payer, nous ne devrions pas cesser d'évaluer la technologie. Enfin, je voudrais mentionner l'illusion que certaines technologies sont plus efficaces. Par exemple, le smartphone est toujours à la portée de la main et on a l'impression que je peux travailler tout le temps et je peux être très efficace. La réalité, c'est que le travail sur le smartphone est beaucoup plus lent que sur l'ordinateur. En fait, je me suis fait tester moi-même et pour la vitesse de frappe, sur le smartphone, je peux frapper 42 mots par minute, ce qui est une vitesse correcte, mais ça, c'est 45% de ma vitesse sur l'ordinateur. Donc, ma conclusion, franchement, a été en comptant excessivement sur le téléphone intelligent, on ne gagne pas de temps de travail, plutôt on perd du temps du repos. Et je laisse la parole à Jeff. Okay. Merci, Carmen. Donc, pour nous, la technologie, ça fait une énorme différence en termes de pouvoir travailler à distance. Du jour au lendemain, on a commencé avec Teams, quelque chose qu'on n'avait pas avant. Teams, pour du travail à l'interne, c'est très, très utile. Ça nous permet de partager des projets de documents en équipe, en petite équipe, faire des changements aux documents et collaborer de cette façon-là entre équipes, entre avocats, avec les stagiaires, les parajuristes, les adjointes, etc., pouvoir différentes versions d'un document et tout le monde peut travailler dessus sans communiquer des ébauches par courriel et des choses de même. Teams nous permet aussi d'avoir des petites équipes de travail pour des communications internes, comme si on a un dossier en particulier, on s'échange entre membres de l'équipe sur une stratégie ou quelconque. C'est plus simple et facile et prend moins d'espace dans notre Outlook pour les courriels. Il y a moins d'échanges de courriels maintenant parce qu'on peut s'échanger des petits messages sur Teams. On peut se rencontrer de façon virtuelle sur Teams en petite équipe. On a 2-3 membres de l'équipe, on clique sur la vidéo et on se parle assez rapidement sur une question, une stratégie ou un plan de match et ensuite on peut fermer, on passe à autre chose. Donc, Teams a fait une grosse différence pour nous. L'autre chose qu'on n'avait pas et on avait toujours planifié d'avoir, et en fait, on a commencé à planifier avant la pandémie, ça a été installé pendant la pandémie. C'est une façon de gérer les documents électroniques. Ça s'appelle Epona. C'est la gestion de documents. Ça permet aux gens d'avoir une façon de garder des documents électroniquement et les sauvegarder. Ça sauvegarde nos courriels aussi. Donc, ça, c'était une nouvelle façon de avoir un petit peu plus de contrôle sur nos documents électroniques et mieux les organiser, mieux les sauvegarder, les trouver quand on a besoin. Un autre défi qu'on a eu, c'était avec les licences VPN. On avait du jour au lendemain toute l'équipe qui travaillait à distance et on n'avait pas assez de licences VPN pour tout le monde. Donc, il fallait qu'on achète des licences additionnelles. On a aussi commencé à avoir un remote desktop pour aussi régler ce problème-là avec les gens qui puissent avoir leur portable et travailler de la maison sans se connecter au VPN. Comme les autres ont mentionné, l'Adobe Acrobat Pro pour nous a été utile, non seulement pour la création de documents, mais aussi pour les communications avec la Cour. Les tribunaux ont finalement accepté le dépôt de documents électroniques, quelque chose qui n'existait pas avant. On se gratte tous la tête pour savoir pourquoi ça a pris une pandémie, mais finalement, on a les tribunaux qui s'adaptent tranquillement pas vite aux nouvelles technologies. Mais donc, avec les nouvelles directives des tribunaux pour le dépôt de documents électroniques, Adobe
Acrobat a été essentiel, franchement, pour avoir des choses comme des bookmarks et des autres façons de suivre les directives des tribunaux. L'autre bienfait de la pandémie, c'est qu'on s'est finalement débarrassé des fax et on limite énormément l'envoi de courrier. On communique beaucoup maintenant, surtout par courriel avec les clients, les parties adverses, le tribunal. On peut déposer des documents électroniques. Donc, l'utilisation de fax a quasiment disparu. Le tribunal s'est adapté à cette nouvelle réalité de faire les choses, ce qui est un gros bienfait pour tout le monde. Et ça nous permet franchement de travailler à distance sans trop de problèmes parce que l'échange de courriel est beaucoup plus facile que d'envoyer un fax du bureau ou d'envoyer un courrier. Toutes ces choses-là, on a besoin d'être au bureau pour le faire, mais maintenant, on peut pas mal juste envoyer des courriels avec les documents aux clients, aux parties adverses à la cour. Ça facilite la tâche de tout le monde. Donc, merci, technologie. Ouais, ben merci. Sophie, définitivement, utiliser les ressources qu'on a déjà à notre disposition, comme celle du barreau et de LawPro, excellente idée. Vous avez tous, on a tous parlé d'Adobe et de pouvoir faciliter la tâche aux tribunaux, utiliser des bookmarks, je trouve que c'est extrêmement important. Carmen, je pense que tout le monde va se souvenir il ne faut pas s'ouvrir en silence. Je pense qu'on a tous été dans cette position-là où on est au téléphone à l'attente de je ne sais pas quelle compagnie. C'est important de le faire, puis dans le même point, d'évaluer la technologie que vous utilisez, faire votre feedback. Puis c'est pas juste pour vous, c'est pour vos clients à la fin de la journée. Right? C'est vraiment important de bien maîtriser cette technologie puis de vous donner le temps de l'apprivoiser aussi. Merci, Carmen. Prochaine question, dans le même thème. Avez-vous rencontré des défis dans l'implémentation quant à l'usage de ces technologies-là? Par exemple, pour vos clients, est-ce que vous avez demandé à vos clients de faire usage de certaines de ces technologies? Y a-t-il des difficultés? Les coûts? Comment arrivez-vous à relever ces défis-là? Retournons voir Jeff. Merci, Jean-Michel. Donc, j'en ai parlé un petit peu avec les défis, mais pour continuer sur ce thème-là, au début, on a évidemment eu à investir de l'argent dans la technologie pour notre équipe, pour les gens qui ne pouvaient pas travailler de la maison, pour les licences de VPN, pour l'achat de Microsoft Teams. Donc, on a dû investir évidemment un peu d'argent pour que tout le monde ait les outils qu'il avait besoin. Mais l'autre chose qu'on a faite qui n'a pas coûté d'argent, c'était qu'on a contacté un médiateur pour nous donner une formation sur l'utilisation de Zoom pour faire des médiations. Et on a fait ça dans les premiers mois de la pandémie. On a eu une belle formation sur les breakout rooms, comment ça fonctionne, pour que tout le monde soit un petit peu familier sur la plateforme de Zoom, comment ça fonctionne, c'est quoi les limites, comment une médiation peut se dérouler de cette façon-là, à quoi s'attendre, des choses de même. Ce qui nous a aidé aussi avec nos clients par la suite, de leur expliquer le processus maintenant que c'est virtuel. On a aussi fait des préparations pour des interrogatoires de cette façon-là. Et on a su s'adapter, évidemment, avec des erreurs, trial and error. On a fait des erreurs au cours de route. Là, je me souviens de l'exemple que j'ai donné aux autres panélistes avant. C'est quand j'ai fait un interrogatoire par Zoom pour la première fois. J'ai pas su maîtriser le partage écran trop bien. Donc, j'ai partagé mes communications internes avec un collègue qui faisait des commentaires sur l'interrogatoire. Je voulais pas partager ça. J'ai partagé le mauvais écran. Donc, on a su s'améliorer sur nos façons de faire. Et maintenant, ça se déroule assez bien. Donc avec le temps, on est pas mal habitué. L'autre chose, c'est en termes des clients. Et évidemment, c'est un peu différent maintenant avec l'ordonnance qu'on doit rester à la maison, on n'est pas au bureau. Mais notre bureau, on a retourné vers la fin de l'été au travail du bureau. Et on a continué à faire ça jusqu'au mois de janvier, jusqu'à ce que l'ordonnance soit donnée, qu'on doit rester à la maison. Et pendant qu'on était au bureau, ça nous a permis de s'adapter pour les clients qui n'avaient pas la technologie, qui n'avaient pas les outils qu'ils avaient besoin pour
faire des médiations, des interrogatoires de façon virtuelle. Donc, on s'est arrangé pour que les gens viennent au bureau, évidemment avec la distanciation qu'il fallait, des masques, tout ça. Mais on a pu donner accès à certains clients de venir faire une médiation ou un interrogatoire avec un portable du bureau de nos salles de conférence. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre un portable ou un ordinateur ou accès à l'Internet ou à l'accès à l'Internet fiable. Donc, quand nos bureaux étaient ouverts, ça, c'était une autre façon qu'on a pu s'adapter et pouvoir continuer notre pratique et avancer les dossiers des clients sans trop d'interruptions. Carmen? Pour ce qui a à faire avec les clients, nous n'avons pas vraiment eu de problème. Les clients se sont adaptés, même s'ils ont eu besoin de directives, ils se sont adaptés. Nous avons dû aller voir quelques clients à l'hôpital. Nous avons dû signer des documents dans le garage du client ou sur la capote de la voiture. On a fait tout ça, mais ce n'était pas, c'était différent, okay? Mais ce n'était pas un vrai problème. Pourtant, du point de vue de la technologie, de l'adoption en général de la technologie, nous sommes toujours à la recherche d'un bon logiciel de comptabilité qui réponde à nos besoins et qui est un prix accessible. La version de notre système courant n'est pas cloud, ce qui est une vraie limitation. Il y a une version cloud, mais elle est trop coûteuse et je ne suis pas sûre qu'elle est même bonne. Les systèmes que nous avons explorés sont soit orientés vers une solution globale pour toutes sortes d'aspects de la pratique qui ne nous intéressent pas, soit ils sont trop rudimentaires au point qu'ils ne satisferaient pas nos besoins. Donc, ce que nous avons décidé à faire, ça a pris beaucoup de courage, mais en fait, notre plan maintenant est de créer notre propre système qui sera basé sur Excel. Ça aide qu'il y a 2 personnes très enthousiastes qui adorent l'Excel dans notre équipe de 3 ou 4 personnes. Okay? Mais en fait, ce que nous voulons créer, c'est un système qui sera 100% personnalisé, qui répondra à nos besoins et qui aura en fait une interface similaire au système courant et tous les éléments de sécurité que nous avons maintenant. Nous pensons que le développement de ce système devrait prendre peut-être 1 mois ou 2 mois, ce qui était en fait le temps que nous avons mis à évaluer un autre système. Et au lieu de passer plus de temps à explorer des systèmes produits en masse, nous pourrons passer le même temps à créer quelque chose qui répond à tous nos besoins et que nous pouvons modifier facilement en fait si nous découvrons des points faibles ou des aspects qui peuvent être améliorés. Mon message reste le même. Si la technologie ne fonctionne pas, il faut avoir des attentes. Il faut s'attendre à ce que la technologie réponde à nos besoins. Sophie. Merci, Carmen. Donc, nous, c'est certain qu'on a rencontré plusieurs défis, puis ça l'a taillé ou moulé où ce qu'on est aujourd'hui. Mais comme nous, on a un système qui est VoIP pour le téléphone, mais un peu comme Carmen disait, on utilisait seulement le téléphone physique. Puis là, c'était de dire, tu sais, d'expliquer à mon équipe, non, il y a une application, vous pouvez le télécharger à vos téléphones ou sur vos portables, vous allez pouvoir faire des appels que vous soyez ou vous soyez pas au bureau sans être obligé d'utiliser, tu sais, vos téléphones personnels. Fait que c'était une adaptation, un apprentissage de ressources qu'on avait déjà, mais qu'on n'employait pas de cette façon-là. Fait que ça a été une nouvelle approche pour nous. Le Zoom puis Teams. Donc, je sais pas si vous vous souvenez à un moment donné, on doit se souvenir, mais Zoom, tu sais, à un moment donné, aux nouvelles, c'était comme utilisez pas Zoom, c'est la pire affaire au niveau de sécurité. C'était beaucoup dans les médias là que les gens se faisaient hacker. Donc, nous, on a eu un petit recul, mais on savait plus trop quoi faire, mais on avait des rencontres à faire. Fait que j'essayais Teams, mais là, je réalisais qu'il fallait que les autres clients aient Teams pour rentrer dans Teams. Donc, à un moment donné, je vais avouer, c'était un vrai bordel, là, nous autres, faire des rencontres virtuelles. Puis, c'était aussi tout. Comme, faut pas sous-estimer aussi la configuration, qui va fixer la rencontre dans l'horaire de l'avocat, qui va envoyer le lien au client. Comme juste tout cet aspect-là, ça a quand même pris du temps. Puis on a maintenant une procédure, comme ma procédure originale n'est plus la même. C'est plus juste appelle un client, tu donnes un rendez-vous, puis il se rend ici, là. Donc, c'est certain que tout ça a été révisé. Donc, ça aussi, ça a été un défi. Nous, les banques, au niveau de l'immobilier, je voulais transférer à faire des wires, puisque je voyais beaucoup de mes collègues en ville faisaient que des wires, ils ne déplaçaient pas de la maison.
mais mon gestionnaire de banque m'a fortement déconseillé de le faire. Donc, on a eu beaucoup de va-et-vient sur comment qu'on allait continuer. Quand le déconfinement a comme relaxé, on s'est dit, bon, on est correct. Mais de toute façon, nous, on est resté avec la façon traditionnelle de faire des chèques, puis tout ça, puis les échanges, qui fonctionnent toujours bien. On considère être nécessaire, que c'est nécessaire pour fermer nos transactions. Donc, nous, on le fait de cette façon-là, mais c'est certain que quand c'est quelque chose que tu n'es pas habitué de faire, c'est quand même des gros enjeux pour les clients, tu veux t'assurer de prendre les bonnes étapes, c'est pour changer quelque chose d'aussi important que ça, pour t'assurer d'avoir tes fonds, puis ta fermeture de transactions, puis tout ça. On avait aussi des maisons de retraite ou des résidences de personnes âgées qui nous refusaient accès à nos clients, tant électronique qu'en personne, puis on avait des fermetures. On s'est fait dire non, vous n'allez pas rencontrer votre client, impossible. Puis là, on dit ben notre client va se faire poursuivre en bris de contrat s'il ne fait pas sa transaction. Donc, c'est vraiment comme mes adjointes ont vraiment pris le dessus. Puis si moi je devais m'impliquer, je m'impliquais pour expliquer le sérieux de la chose. Puis soit qu'on a fini par les rencontrer juste à l'extérieur des portes d'entrée, entre les deux portes d'entrée. Un moment donné, on s'est fait dire qu'il fallait venir en hazmat suit. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais c'est juste vraiment de comme prendre le temps de bien connaître je dirais en immobilier, surtout connaître son client très tôt dans le processus, dès que tu es capable de faire un point de contact pour savoir tes enjeux, s'il y en a, s'il y a des difficultés, surtout au niveau des rencontres, des signatures, si les signatures électroniques ne sont pas possibles dans ce cas-là. Puis les banques, les institutions financières, certaines, surtout des monolines, les prêteurs qui sont moins courants, nous rendent la vie difficile encore, je devrais dire, sur des achats puis des hypothèques au niveau des formalités de signature. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on travaille avec encore maintenant. Merci, Sophie. Allons-y brièvement. Je me demandais, puis je serais curieux surtout, alors on va commencer avec Carmen, les changements positifs que la pandémie aurait entraîné dans le domaine juridique et dans ta pratique, Carmen. Merci, Jean-Michel. Donc, moi, en général, je veux trouver le côté positif et il faut mentionner certaines des conséquences positives de la pandémie qui ont été en fait mentionnées par tout le monde. Donc, ça, c'est un peu un résumé. Comme Jeff disait, la pandémie a facilité la procédure de signification et de dépôt des documents, l'efficacité des tribunaux. Ça, ce sont des changements qui étaient vraiment attendus et nécessaires. Sophie décrivait le progrès dans le domaine du droit mobilier, dans nos interactions avec les banques, dans le fait qu'on ne faut plus envoyer tous ces documents en papier. Je crois que nous avons tous acquis de meilleurs outils, que ce soit des ordinateurs nouveaux, que ce soit des applications nouvelles. Et ce qui est très important, on a fait tous ces changements dans un environnement où tout le monde a le même problème, où tout le monde a de la patience et comprend que personne ne sait vraiment ce qui se passe, personne ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Et donc, sans minimiser du tout la souffrance causée par cette pandémie, il y a quand même un côté positif qu'il serait bien de remarquer aussi. Dans la même veine, je voulais dire aussi qu'une des pratiques que moi j'avais adoptées, c'était de rencontrer mes clients sur la même plateforme que l'interrogatoire ou la médiation ou quoi que ce soit allait avoir lieu auparavant. Faire un share screen avec vraiment passer à travers l'outil avec le client. Comme ça, lui ou elle est familier avec une fois que ça arrive. C'est quelque chose que je conseillerais à tout le monde de faire définitivement. Bon, on va passer au prochain sujet. En raison du confinement, de l'arrêt de plusieurs activités, autant commerciales que sociales, plusieurs personnes ont commencé à trouver le temps quand même assez long. On le sait très bien, on se rappelle de la pénurie de farine pour nos boulangers amateurs et aussi les jeux de société. Je ne sais pas si vous avez essayé d'acheter des jeux de société dans les derniers mois avant Noël, c'était quand même assez fou. D'ailleurs, certains clients se sont investis davantage dans leur dossier juridique puisqu'ils ont un peu plus de temps. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais je serais curieux de savoir ce que les panélistes pensent de la chose. Allons-y avec Carmen encore, s'il vous plaît. Je vais vous raconter l'histoire de mon client ex, disons. Okay. Du 19 juin jusqu'au 4 août 2020, mon client ex m'a envoyé 401 courriels. Nous nous sommes rencontrés 3 fois, de 1 à 2 heures chaque fois. Nous avons eu 16 conversations téléphoniques et nombre de messages SMS. La culmination a été un dimanche à midi quand il m'a envoyé un courriel. Ensuite, il m'a appelé sur le cellulaire. Je n'ai pas répondu. Ensuite, il m'a envoyé un SMS pour me dire que je devrais vérifier mon courriel. J'ai vérifié mon courriel. Il n'y avait aucune urgence. Okay.
Ça, c'était un cas extrême. 401 courriels pendant 6 semaines, ça, c'est extrême. Ce n'était pas le seul cas un peu plus passionné, disons. Prenons mon client Y qui a été licencié à cause du COVID. Je le connais bien, je sais que cette conduite est nouvelle pour lui. Chaque jour, il me contactait. Je t'ai écrit hier, est-ce que tu peux répondre? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce que tu peux m'appeler? Quand est-ce que tu peux m'appeler? Tu peux m'appeler maintenant, je suis disponible. OK. L'été a été dur, disons, et je me rendais compte que je devenais très irritable, je n'avais plus de patience, je craignais les noms de X et de Y, mais sans me rendre compte, en fait, que c'était objectivement excessif. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était le courriel numéro 256, okay? Ce qui n'est pas, objectivement, ce n'est pas normal. 3 leçons que j'en ai tirées. 1, respectez vos sentiments, laissez toujours place à la possibilité qu'il y ait une bonne justification objective pour ces sentiments-là. Deuxièmement, imposer des limites. Troisièmement, envoyer des factures régulièrement. Merci, Carmen. Sophie, quelques idées? Oui, heureusement, j'ai pas eu 400 courriels d'un même client en 6 semaines. Du moins, je vais pas commencer à les compter, mais je pense pas. Je suis d'accord avec Carmen, par contre, pour la facturation, juste partager un peu de ma pratique. Avant, je facturais une fois par mois. C'était ma pratique. Juste parce que, je sais pas, je pensais que c'est ça que je devais faire. Une fois par mois, je passais à travers ma liste de clients puis je faisais mes factures. Je facture une fois par semaine maintenant. C'est pas mal mieux. Ma rencontre avec mon adjointe est beaucoup moins longue, c'est-à-dire, ça veut pas dire que je facture le même client chaque semaine, là, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire qu'au moins, je suis au-dessus de mes dossiers, je sais exactement où est-ce qu'on s'en va, je sais comment de temps j'ai passé, je sais si j'ai un dépôt ou non de rentrée. Donc, les rencontres sont moins longues, c'est plus efficace. Puis, les clients l'apprécient aussi. Si c'est un dossier qui est volumineux puis qui est occupé, ils préfèrent avoir une facture aux semaines qu'une fois par mois. Donc, moi, c'est ma pratique puis je trouve que ça m'a beaucoup aidé d'être dessus. C'est peut-être même des clients avec 400 courriels. C'est certain, les attentes des clients selon moi, dépasser la normale. Je ne sais pas si tout le monde a vécu la même chose en immobilier. C'est devenu ridicule. Un certain temps, j'avais des agents puis des clients qui m'appelaient disant « On vient de signer, on ferme dans une semaine et demie, peux-tu le faire? » Puis là, je faisais juste expliquer. Donc, dans le fond, ce que je trouvais qui était important, puis mon apprentissage, c'est d'expliquer ce que je peux contrôler, mais ce que je ne peux pas contrôler. Expliquer le processus. Si c'est un achat, il y a une banque d'impliquer. Est-ce que la banque est au courant? Est-ce que la banque va pouvoir financer? Moi, j'ai fait des accords de séparation avec des délais de 60 et 90 jours pour des refinancements qui n'ont pas été capables d'avoir lieu en raison de la pandémie. Des grosses banques là, qui n'ont pas été capables de refaire une hypothèque en 60 à 90 jours pour transférer un foyer conjugal. Donc, je dis aux clients, j'ai aucune idée. Je sais pas, moi, ça se peut faire dans une semaine et demie, mais je peux donner ma disponibilité, mais tout le monde doit comprendre qu'il y a des enjeux, puis il y a beaucoup de parties joueurs dans ça. C'est pas parce qu'il y a une pandémie que les transactions se ferment dans une semaine maintenant. Le système n'a pas changé, là. Même qui est plus lent qu'il était. Donc, c'est tout, je pense que la communication avec les clients est d'autant plus importante qu'elle l'était avant. Communiquer par écrit, comme s'il y a une chose que je me suis fait apprendre par mes mentors quand j'ai commencé, par écrit, tout le temps. Même en immobilier, je communique par écrit avec mes clients maintenant. Et puis donc, je pense que vraiment pour nous, c'est dans cet aspect-là que les attentes en immobilier, surtout dans tous les autres domaines aussi, mais juste parce que la nature du marché, comment c'est devenu fou, comme vous avez pu tous voir, là, c'est ça dans les médias, ça a été d'autant plus important. Puis des clients qui font des plaintes, au moins on a les courriels pour dire, ben on vous expliquait, voici les étapes, voici le processus, voici ce qu'on s'attendait avant la fermeture, on doit repousser malheureusement, c'est ce qu'il y en est. Donc, ça nous a beaucoup aidé dans ça. Jeff? Oui, je pense que pour reprendre la question, c'était comme les clients ont plus de temps en raison de la pandémie et ils sont plus intéressés par leur dossier qu'ils l'étaient peut-être avant. C'est pas juste ça qui est l'enjeu. Je pense que c'est aussi le fait que les clients pensent que les avocats ont rien d'autre à faire parce qu'ils n'ont pas leurs activités normales, ils n'ont pas leurs vacances normales, ils sont pas en train de prendre des voyages à l'extérieur du pays. Toutes les choses qu'on avait comme excuse avant de dire on est occupé, on n'est pas disponible, on ne vous rien. Les clients pensent maintenant qu'il n'y a plus de limite au temps des gens. Ils peuvent en abuser parce que les gens n'ont rien d'autre à faire, sont à la maison. Mais honnêtement, je pense que tous les autres conseils qui ont été donnés sont bons. Je dirais aussi, ça me rappelle aussi l'histoire qu'un client m'avait dit
avant la pandémie, où est-ce qu'il y avait des communications par courriel comme ça qui étaient envoyées assez fréquemment. Et le client pensait que je répondais pas assez fréquemment. Ce que lui m'a suggéré, c'est un bon point, puis j'ai suivi ça depuis, c'est il m'a dit, écoute, si tu me réponds puis tu me dis, j'ai reçu ton courriel, je vais te répondre dans X délai parce que soit tu as quelque chose ce jour-là de médiation, un interrogatoire, tu vas me revenir dans un délai de 24 heures, 48 heures, la semaine prochaine, quoi que ce soit, ça ne dérange pas. Juste le fait de reconnaître que tu as reçu le courriel et que tu me donnes une idée quand est-ce que tu vas répondre, ça m'enlève le stress que tu n'as pas lu le courriel, tu n'as pas vu le courriel. Et donc, ça c'est devenu ma pratique depuis. Si j'écris aux gens puis je dis, j'ai reçu ton courriel, je vais te répondre demain, ou je vais te répondre cet après-midi ou la semaine prochaine, ou quoi que ce soit. Et ça, je pense, ça ralentit aussi la fréquence des courriels de gens qui continuent d'écrire parce qu'ils ne pensent pas que on a lu, on a vu le courriel, ils veulent une réponse plus vite. Mais ça aussi, ça gère aussi un petit peu les attentes de leur donner comme un délai qui est raisonnable, qui est réaliste et qu'on doit le suivre après. On essaie de donner un délai qu'on peut vraiment respecter. L'autre chose que je dirais, je sais qu'on va parler de santé mentale bientôt, mais il y a une décision qui est sortie de juge Myers la semaine passée qui est vraiment intéressante. Puis je vais vous lire un petit peu la citation. L'enjeu, c'était un débat à savoir si quelque chose était urgent. Une requête qui a été amenée, c'est une décision qui s'appelle Numbered Company contre Hudson Bay, une affaire de loyer. Et quelqu'un voulait avoir l'audience le samedi. Je vais juste lire la citation rapidement, c'est en anglais, donc je m'excuse, mais je pense que c'est vraiment pertinent. Le juge Myers a dit, The court takes very seriously issues of health and wellness of practitioners, members of the judiciary, and court staff during the pandemic in particular. While lawyers and the courts are in the service business, there has to be a brake applied to service providers' willingness to compete themselves or their juniors into unhealthy states in the ordinary course of business. Recognizing that young counsel and staff may have other responsibilities or just need downtime does not impair access to justice, provided that everyone understands the need to make personal sacrifices when truly urgent circumstances arise. Donc, je pense que c'est une citation qui est très pertinente à cette discussion-là. Et je peux partager le lien dans le chat tantôt. Merci, Jeff. Merci pour les outils aux panélistes. Je pense que ce que j'ai entendu et ce que je retiens définitivement, c'est de considérer d'être transparent avec vos clients, de communiquer vraiment c'est quoi la pratique que vous avez, comment ça fonctionne, comment que votre temps est alloué. C'est souvent, puis d'utiliser des outils comme que Jeff a suggéré. Je peux vous revenir, mais ça va prendre X montant de temps. Soit ils vont comprendre. C'est sûr qu'il y a un problème d'accès à la justice en ce moment. Les tribunaux sont incroyablement, il y a beaucoup de délais. Même chose au tribunal des droits de la personne. Il y a énormément de tribunaux de ce type, c'est la même chose. Donc, encore plus important de communiquer et d'être transparent avec nos clients. Bien qu'on ait mentionné déjà au début du panel, au niveau de l'adaptation de vos pratiques, au moment du décret d'urgence, j'aimerais discuter de l'impact sur la gestion des ressources humaines. Jeff t'en avait touché un petit peu. On dépend beaucoup sur nos équipes pour assurer le bon fonctionnement de nos cabinets et de nos pratiques. On pense non seulement aux avocats, à nos collègues, mais aussi aux adjointes, aux réceptionnistes, à tout le monde qui fait fonctionner les parajuristes, les gestionnaires de bureau, les stagiaires et surtout les étudiants. Panélistes, qu'avez-vous fait pour assurer le travail en équipe, pour que le travail en équipe se poursuive pendant la pandémie? On a déjà parlé de certains outils. Commençons avec Sophie. Merci, Jean-Michel. Donc, nous, étant une plus petite pratique en milieu rural, puis ayant une pratique en immobilier, on a quand même beaucoup d'employés qui travaillent du bureau de façon régulière. Donc, je dirais que on est un petit peu moins isolé, mais je trouve quand même important, évidemment, on suit toutes les consignes, puis on s'assure de tout faire ça, mais je trouve important de communiquer qu'on est quand même une équipe d'entraide, on s'appuie. C'est tous des principes qui sont, OK, on sait tout ça, mais en contexte de pandémie, moi, j'ai une jeune équipe avec des jeunes enfants, donc j'ai eu une employée qui a travaillé de son possible, mais de la maison, en faisant l'école à la maison, virtuellement, c'est pas évident. Mais que si elle ne peut pas, si on avait un échéancier à la course cette journée-là, mais qu'on pensait être en retard ou pas pouvoir le rencontrer, bien quelqu'un d'autre peut prendre le dessus, que ce soit moi-même, que ce soit une autre employée. Je pense que les gens sont déjà tellement durs sur eux-mêmes qu'ils ont peur de ne pas pouvoir rencontrer les exigences au travail que si on donne l'appui en disant
on va s'organiser. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, on est là pour s'entraider. Donc, ça, c'était vraiment important pour moi. Puis aussi, au niveau de la disponibilité, comme je suis beaucoup plus flexible, que si les gens veulent travailler à des heures différentes que nos heures d'ouverture, si les gens veulent compenser ailleurs en temps, tant les adjoints que les avocats, je pense que c'est vraiment important de démontrer une flexibilité. Aussi pour les capacités ou les attentes, comme je trouve, comme garder nos procédures à jour, puis d'être au plus en plus transparent avec les demandes, puis bien communiquer nos attentes, étant donné les changements qui s'annoncent tout le temps, puis régulièrement, c'est vraiment important. Donc, nous, c'est la façon qu'on a essayé de gérer l'impact autant que possible. Dans notre cabinet, nous sommes une petite équipe qui est très diverse, donc on provient de 3 continents différents, 3 groupes d'âge différents, nous avons des parcours de vie très différents. Donc, dès le début, il a été toujours évident que pour nous, nous ne pouvons pas deviner les réactions des autres, leurs soucis, leurs attentes, leur mécontentement. Et c'est pourquoi nous avons dû instaurer dès le début des moyens de communication très franches et ouvertes. Et cela nous a bien servi pendant la pandémie. Il faut comprendre qu'il y aura des problèmes, il y aura des erreurs, c'est inévitable. L'essentiel est de ne pas entamer le jeu de reproche et du blâme, mais de rester fixé sur ce qui compte, trouver la solution. Comme Sophie disait, les gens sont si durs envers eux-mêmes. La réalité, c'est que la perfection n'existe pas. Tout est susceptible d'amélioration. Je dirais que c'est une question d'équilibre. Il faut se fier l'un à l'autre, mais toujours en faisant attention aux résultats concrets du travail. Jeff. Oh, pardon. Pas de problème. Le travail à distance, la pandémie et surtout la reprise de la majorité des audiences à la fin de l'été et en automne a créé une charge de travail énorme. On ne se le cache pas, il y a quand même un énorme backlog au tribunal et à la cour. Est-ce que le recrutement de nouveaux staff est possible durant la pandémie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez songé? Comment assurez-vous l'intégration de ces nouveaux employés dans le cadre de la pandémie? Jeff? Oui, nous autres, on a eu cette expérience-là. On a, après les premiers mois qui ont ralenti un petit peu pendant la pandémie, on a eu tout qui est revenu à l'horaire dans un coup. On avait un automne très chargé et on avait perdu quelqu'un a déménagé dans une autre ville, donc on a perdu une avocate pendant l'été. Donc, on a commencé à regarder pour voir si on pouvait embaucher d'autres avocates. Et je pense qu'il y en a une qui participe à cette session de formation. Donc, elle va se faire connaître là-dedans. Mais on a embauché 2 nouvelles avocates. Et ce qui était le fun, c'est qu'on l'a fait pendant l'été. On a circulé les annonces, on a reçu des CV, on a fait des rencontres Zoom avec les candidates, on a même pu se rencontrer en personne avec distanciation quand même appropriée. Et on a été chanceux, on a embauché 2 très bonnes avocates et ils ont commencé avec nous vers la fin de l'été, début automne, qui nous a beaucoup aidé avec la charge de travail qu'on avait. Et le onboarding était un petit peu plus complexe, évidemment, avec beaucoup de gens qui continuent à travailler de la maison. C'est pas toujours facile d'avoir les mêmes formations qu'on avait avant, où est-ce qu'on montre tout le fonctionnement du bureau dans les premiers jours et notre façon de faire aux gens, ça se faisait un petit peu virtuellement, un petit peu en personne avec les gens qui étaient là. Donc, on a eu une adaptation à ce processus-là avec la pandémie, mais c'était quand même possible de le faire. On a trouvé des excellentes candidates et on est très content avec les résultats. Donc, ça se fait. C'est un peu comme toute chose. Là. On le fait par Zoom, puis on peut quand même rencontrer des personnes et apprendre à les connaître de cette façon. Merci, Jeff. Alors, on a une question. Je vais la poser aux panélistes. Est-ce qu'il y a certains choix visant les dépenses ou les ressources à venir qui seront majeures ou qui auront un impact financier très important pour les cabinets? Donc, est-ce que vous voyez
j'essaie d'interpréter un petit peu plus la question. Est-ce que vous voyez venir bientôt ou à moyen et long terme certains choix par rapport à diriger, à mettre ces dépenses-là ou ces ressources-là vers certains secteurs ou départements, I guess, du cabinet, si j'ai bien compris la question? J'aurais une petite contribution à faire. Comme moi, au niveau publicité, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est la même chose pour en grande ville, là, mais en milieu rural, Rockland, historiquement, on faisait beaucoup plus de publicité dans les places traditionnelles, puis j'enlève rien à ça, là, que ce soit les journaux ou les circulaires ou des choses comme ça. C'est certain qu'il y a beaucoup de notre travail qui est bouche à oreille, la majorité, je dois avouer, mais depuis qu'on est beaucoup plus axé vers la technologie, puis les avocats aussi, puis notre profession, moi, je vois investir beaucoup plus dans les médias sociaux, puis une campagne qui est un peu plus axée, puis visible de cette façon-là, je pense. Je pense que c'était déjà dans le mouvement, mais je pense que ça devient encore plus évident avec la pandémie. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là. Puis aussi au niveau juste de s'assurer du bien-être de mes employés, que ce soit en technologie, en accès aux outils de travail, puis aux choses pour divertir, comme où ce que je pense que je peux faire une différence. Moi, c'est de cette façon-là que je vais investir, que ce soit dans les bénéfices de groupe ou dans ce sens-là. Donc, moi, je vois un shift qui est plus axé vers notre équipe que les autres choses qui étaient peut-être plus visées vers les apparences. Je ne devrais pas dire les apparences, mais je pense qu'on valorise beaucoup plus notre personnel puis la santé de nos entreprises. J'ai vu Jeff en train d'hocher de la tête. Oui, je suis d'accord avec ça parce que nous autres, comme une grosse différence qu'on a vue dans nos budgets, c'est évidemment, il n'y a plus de tournoi de golf. Il y a tous les moyens de marketing traditionnels où est-ce qu'on mettait de l'argent pour non seulement appuyer des bonnes causes, mais aussi de faire de la publicité, du marketing de notre équipe et envoyer nos gens dans la communauté. On fait beaucoup moins de ça, on fait quasiment pas ça du tout. On essaie d'être impliqué dans certaines choses, le super français, la Common Law de l'université, des choses de même, mais c'est beaucoup plus limité. Et donc, je pense que, comme Sophie a dit, je pense que le marketing avec les réseaux sociaux, Google, etc., va être le prochain investissement pour nous. C'est pas quelque chose qu'on a fait traditionnellement. On fait très peu de ça, quasiment pas du tout du marketing Google, mais on va commencer à investir dans ça dans les prochains mois, dans la prochaine année pour remplacer un petit peu le marketing qu'on faisait en personne avec les événements, les soupers, les choses traditionnelles que les avocats faisaient. Carmen, tu veux-tu partager des idées là-dessus? Oui, ce que j'aurais ajouté tout simplement, c'est nous avons vu qu'il y a beaucoup plus de clients qui ne sont pas locaux et il est maintenant beaucoup plus facile de travailler avec eux. Et si ça a à faire avec les clients cherchant déjà un avocat à Ottawa ou le fait que les nouveaux outils de marketing nous permettent de les atteindre, ça c'est un développement que j'ai bien vu. Nous travaillons maintenant très facilement avec des clients qui sont aux États-Unis ou en Allemagne ou tout simplement dans leur maison et qui refusent de sortir. Donc, et ça, je crois qu'on ne va pas perdre ce genre d'accès. Donc, l'épanouissement en ligne, certainement, ça semble être quelque chose. Je dirais aussi d'investir dans les relations qu'on a déjà, puis d'utiliser le bouche à oreille. Définitivement, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment. Bon, allons-y alors pour le prochain sujet, qui s'agit de la santé mentale. Tout aussi important de considérer l'impact de toutes ces transitions sur notre santé mentale et surtout celle des membres de notre équipe. D'ailleurs, je profite de ce forum pour vous rappeler des ressources existantes. Par exemple, il y a le barreau de l'Ontario qui sert à vous appuyer dans vos pratiques, plus particulièrement dans le contexte de la COVID-19. Nous vous référons à la page suivante. Nathalie va le mettre sur le chat. Merci, Nathalie. Ce qui s'agit de ressources et de soutien à la pratique par le barreau. Pour en apprendre davantage sur les ressources comme le réseau d'encadrement de la pratique et le programme d'aide aux membres, s'il vous plaît, allez consulter le lien. Alors, panélistes, quels moyens avez-vous employés ou utilisés pour veiller et protéger la santé mentale, la vôtre et celle des membres de votre équipe? Allons-y avec Sophie pour commencer. Merci, Jean-Michel. Chez nous, on est une petite équipe, donc c'est un petit peu plus simple, mais on a tenté de garder les choses de garder les mêmes traditions ou les mêmes
coutumes qu'on avait avant la pandémie, puis de les garder en place après, que ce soit célébrer les anniversaires des employés, que ce soit on a malheureusement pas pu faire des rencontres en personne, que ce soit pour Noël ou d'habituellement on fait comme des événements au corps, mais je regarde à faire des choses qui sont différentes, comme faire un escape room virtuel possiblement, ou faire venir chacun des boîtes chez nous puis faire un cooking class, mais chacun notre domicile ensemble avec un sommelier ou quelque chose comme ça. Donc, ça va être vraiment être un peu plus créatif, mais de quand même penser qu'il faut garder cette adhésion-là, de garder on est quand même proches, on se voit tous les jours, mais comme on sait, on est quand même limité, puis on suit toute la distanciation puis les règlements, donc il faut s'assurer de garder ça, mais aussi de garder l'aspect équipe. Il y a aussi, autant pour mon équipe, mais autant comme avocate, puis j'ai une autre jeune avocate qui s'est jointe à moi l'été passé, c'est aussi important, malgré que il y a des choses positives, mais il y a beaucoup de difficultés encore dans notre pratique, puis des fois être autant plus évidente, de penser à sa santé mentale à nous, la nôtre. Donc, que ce soit de faire certain que vous avez un bon cercle de collègues ou de mentors si vous pratiquez seul, avoir quelqu'un qui pratique dans un domaine qui est semblable au vôtre, que vous pouvez vraiment contacter sur une base régulière, just event, comme on dit, d'avoir un mentor si vous avez des questions, c'est important. Il y a un groupe Facebook qui est assez récent. C'est un groupe qui s'appelle Lawyers Mental Health Support. Donc, si vous n'êtes pas un membre du groupe, je vous recommande fortement de vous adhérer. Vous allez voir qu'il y a des questions qui sont posées, puis ça vous fait, du moins que vous participez ou non, au moins vous voyez qu'on n'est pas seul, on vit tous des choses pas mal semblables. Donc, c'est ça, juste savoir qu'on est quand même une grande communauté, puis on peut tous être là pour s'appuyer. Jeff? Oui, moi, notre expérience a été un petit peu semblable. Étant donné qu'on était une plus grosse équipe et on était tous à la maison pendant les débuts, les premiers mois de la pandémie, on a parlé de Teams, là, de comment on se rencontrait de cette façon-là, mais on a aussi tenté d'avoir des lunchs par Zoom, où est-ce qu'on a commandé une pizza pour tout le monde à leur maison et on a dîné ensemble sur Zoom et on s'est parlé pour se voir et se parler de ce qui se passe dans nos vies, dans nos dossiers, etc. On a fait un dîner Saint-Hubert après, où est-ce que tout le monde a eu leur Saint-Hubert et on s'est parlé pendant le dîner. Et c'était des vraiment bonnes idées. Ça a aidé, je pense, au début, avec l'isolement, le sentiment de ne pas pouvoir être avec nos collègues. Au moins, on pouvait se voir de cette façon-là. Mais je vous dirais que ça est devenu assez évident que ce n'est pas suffisant. D'avoir toute l'équipe, une quinzaine de personnes sur Zoom, ce n'est pas propice à avoir des discussions quand il y a une quinzaine de personnes sur l'écran et on a peur de couper un l'autre. Et donc, ce n'était pas aussi intime, ce n'était pas aussi efficace d'avoir ce sentiment-là de rapprochement avec nos collègues. Donc, c'était utile, mais il y avait des limites à cette stratégie-là. On est chanceux parce qu'on est retourné au bureau vers la fin de l'été, donc les gens ont pu se voir en personne. On a continué à tenter d'avoir des activités sociales. On a fait un petit genre d'événements de Noël quand même avec les restrictions. C'était différent. On a fait du horseback et on a fait une petite soirée au bar après avec distanciation sociale et tout. Donc, on a tenté quand même d'avoir des choses pour que les gens puissent se voir et interagir. On a pris, à l'automne, j'ai oublié, on a pris une marche aussi, une longue marche en équipe dehors, dans un sentier là, en ville. Juste des choses pour donner la chance aux gens de se voir, se parler. Mais je suis d'accord qu'il faut trouver d'autres façons. Il faut trouver des façons d'avoir de la créativité pour avoir des meilleurs comme divertissement pour les gens, l'escape room ou trivia night ou des choses de même, juste pour que les gens
trouve des autres façons d'interagir ensemble. Je suis aussi sur Twitter. Je ne sais pas s'il y a bien des gens qui sont sur Twitter, mais c'est une autre façon d'interagir avec nos collègues, nos amis dans d'autres cabinets. Il y a beaucoup d'avocates qui sont sur Twitter. Ils s'échangent des idées, des frustrations, des décisions récentes. C'est une façon de socialiser sur les réseaux sociaux avec nos collègues. Et je trouve ça vraiment intéressant de juste avoir le sentiment d'appartenance quand même dans une communauté de cette façon-là. Nous avons utilisé cette période pour expérimenter certains changements visés à combattre le stress et la fatigue. Et en fait, notre intention était d'adopter les changements qui fonctionnent de manière permanente après la pandémie. Et ça, c'est selon le principe qu'il ne faudrait jamais gaspiller une bonne crise. Je vais mentionner quelques changements qui ont eu le plus de succès. D'abord, nous avons changé l'heure d'ouverture de bureau à 10 heures plutôt qu'à 9 heures du matin. Nous avons dit au début que c'était pour protéger les assistants qui prenaient l'autobus à l'heure de pointe. La réalité, c'est que 2 sur 3 membres de notre équipe sont des couche-tard. Et nous avons remarqué qu'il ne se passe pas grand-chose entre 9 heures et 10 heures, mais par contre, ce petit changement a eu un effet énorme pour le moral et l'énergie qu'on ressent pendant le reste de la journée. Deuxième changement, chaque semaine, chacun peut programmer des blocs de temps de travail ininterrompus. Les avocats pouvaient le faire avant, mais ils ne le faisaient vraiment pas. C'était un changement important, surtout pour les assistants. Avant, nous pensions que leur rôle était en fait d'être disponible, ça veut dire d'être interrompu. Mais en fait, les interruptions coûtent. Elles coûtent du temps et de l'énergie mentale. Et il y a des études qui montrent en fait que ça peut prendre jusqu'à 20 minutes pour retrouver son état de concentration après une interruption. Cette pratique de bloc de temps ininterrompu reconnaît et respecte le fait que le travail de chacun exige des efforts intellectuels. Et c'est aussi un changement extraordinaire qui nous a servi à éviter des arriérés de travail. Un troisième changement, chaque semaine, on va prendre de manière permanente après la pandémie un jour de travail à la maison. Cela apporte de la variété. Par exemple, moi, j'ai toujours travaillé très bien en pyjama et un perroquet sur ma tête. Maintenant, je peux le faire de nouveau. Et on a aussi le temps de répondre en fait aux besoins de la vie personnelle. Pour ce type de changement, il faut vraiment se fier à l'éthique de travail de son équipe. Mais je vais mentionner quand même, si vous pensez que ceux qui travaillent au bureau sont enchaînés à leur travail pendant toute la journée, non, il y a certaines statistiques qui suggèrent que sur les 8 heures de travail au bureau, on est productif en moyenne pendant 2 heures et 53 minutes. Et finalement, je vais mentionner un défi ou projet qui est que tout le monde puisse se reposer une trentaine de minutes dans l'après-midi. Un coup de fatigue environ 14 heures est une réalité physiologique bien documentée et pourtant, je n'ai pas encore trouvé la solution. Les idées sur l'Internet sont franchement dégueulasses. Disent va dormir dans une cabine de toilette, va dormir dans la voiture. La réalité, c'est que nos espaces professionnels ne sont pas conçus pour offrir la possibilité d'une trentaine de minutes de tranquillité privée au milieu du jour de travail. Donc, je cherche toujours. Ce que je dirais, c'est toutes ces modifications que nous avons essayées ne sont pas spécifiques au champ juridique. Ce qui est spécifique quand même, c'est que ce sont des statistiques terrifiantes concernant la santé mentale des avocats, dues au stress, dues à la fatigue chronique, dues à cette philosophie du travail qui exige que le travail soit dur, pénible, épuisant et qu'il engloutisse nos vies entières. Je dirais qu'il n'est pas inévitable qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup, Carmen. Donc, juste pour résumer rapidement, définitivement, merci Carmen, il y a certains outils qu'on peut employer dans la pratique, dans notre organisation qui vont définitivement nous aider. Il y a aussi, il faut constater le fait qu'on n'est pas seul, puis qu'on peut se regrouper, puis qu'on a intérêt quand même à puiser dans nos networks, puis à parler à nos mentors, parler à nos collègues. On vit souvent en commun la même chose. Donc, n'hésitez pas de faire ça. Et il ne faut pas avoir peur, puis c'est même nécessaire d'adopter les nouvelles technologies.
Okay? N'ayez pas peur de vous essayer, d'évaluer, d'analyser, faire de l'évaluation constante. On arrive proche à la fin du temps. Je voulais m'assurer, voir s'il y avait d'autres questions des membres, de nos visiteurs, de tout le monde qui est ici aujourd'hui présent. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à venir membre de la GFO. Si vous avez des questions pour les panélistes, n'hésitez pas à communiquer directement avec eux. Je suis sûr que ça va leur faire plaisir de répondre à n'importe quelle question que vous avez. Et moi de même, ça m'a fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Puis, bon, je laisse la parole aux autres panélistes. Merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Puis un gros merci à nos panélistes, puis aussi à notre modérateur Jean-Michel. Puis on espère vous revoir à une formation future de la GFO. Restez à l'affût sur nos réseaux sociaux pour savoir ce qui s'en vient dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.